Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'Institut qui facilite la transition vers le développement durable. Une transition qui n'a rien d'un long fleuve tranquille et dont les chercheurs de l'IDRI viennent à ce micro expliquer la complexité aussi simplement que possible. Ces politiques publiques environnementales, elles sont nationales bien sûr, mais surtout européennes. Et c'est justement la France qui présidait le Conseil de l'Union européenne pendant le premier semestre de cette année. Certains avaient craint que les élections présidentielles et législatives entravent sa capacité d'action. Qu'en est-il ? Est-ce que le Green Deal est resté en haut de l'agenda malgré la pandémie, malgré la guerre qui a éclaté à l'est du continent ? Voilà l'heure du bilan de la PFUE, la présidence française de l'Union européenne. C'est un nouvel épisode des podcasts de l'IDRI avec Nicolas Bermans, expert de l'énergie et du climat à l'IDRI, à l'échelle de l'Europe justement. C'est parti. Bonjour Nicolas Bermans. Bonjour. Le relais de la présidence tournante a été passé le 1er juillet à la République tchèque. Et au moment de dresser le bilan de ces 6 mois de négociations orchestrées par les Français, on regarde bien sûr vers le paquet Fit for 55, cette feuille de route ambitieuse de la Commission européenne qui poursuit un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du continent, moins 55% d'ici 2030. Le paquet Fit for 55, Nicolas Bermans, ce sont 13 textes législatifs sur lesquels les 26 États membres doivent se mettre d'accord pour adopter les règles sur les secteurs concernés. Bilan des courses. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, cette présidence intervenait à un moment important en raison des discussions autour de ce paquet. Ce paquet, il vise quoi ? Il vise à traduire dans tous les secteurs de l'économie les conséquences d'un objectif climatique renforcé, l'objectif de moins 55% à 2030, et qui vise à atteindre les objectifs de l'accord de Paris auquel l'Union européenne s'est engagée. Le bilan des courses, alors, il est double. Déjà, les textes ont avancé. Au Conseil, là où la présidence française intervenait, ce qu'on constate, c'est que la quasi-totalité des textes ont fait l'objet de ce qu'on appelle les orientations générales du Conseil, c'est-à-dire un compromis entre les ministres des États membres sur ce sur quoi ils sont d'accord et comme base pour engager les négociations avec le Parlement européen. Donc, sur le point de vue institutionnel, les dossiers ont progressé. Ils ont Sur un progressé énorme paquet législatif en plus. sur un paquet législatif conséquent. On a eu un moment, un conseil le 28 juin, où en une seule nuit, on a eu des accords sur 5 textes législatifs. C'est certainement sans précédent dans l'histoire de la législation européenne. Et c'est quand même à saluer. Et c'est un signal politique important. Ça veut dire que les États membres, face à une situation difficile, on y reviendra, avec le déclenchement de la guerre d'Ukraine, avec des prix de l'énergie qui sont au plus haut en Europe, eh bien, les États membres ont choisi de serrer les rangs autour de l'agenda de la transition et de faire avancer ces dossiers, alors même que dedans, il y avait des points de controverse très importants. Maintenant, le processus n'est pas terminé. Les États membres se sont mis d'accord sur des compromis. Ils doivent ensuite engager les négociations avec le Parlement européen qui suit aussi son cycle législatif sur le côté, qui a aussi adopté un certain nombre de positions, pas l'ensemble. Et quand on regarde aussi dans le détail des accords qui ont été trouvés, finalement, souvent par rapport à la proposition initiale de la Commission, il y a eu quelques arrangements, notamment sur le timing, le moment d'entrée en vigueur d'un certain nombre de mesures. Voilà, la question, c'est justement de savoir si ces accords se sont faits finalement, ou ces compromis se sont faits finalement au détriment des ambitions affichées par la Commission dans son paquet Fit for 55, au prix de concessions, en quelque sorte. Alors, l'ambition générale est maintenue, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est bien la base de l'effort qui sera demandé aux industries via le marché carbone et aux différents États membres via le partage de l'effort. Donc ça, c'est un signal important. Autre signal important sur l'ambition, c'est l'accord autour d'une date de fin de vente pour les véhicules thermiques à 2035. Ça veut dire qu'en 2035, il n'y aura plus de véhicules essence et diesel neufs sur le marché européen. Et ça, c'est quand même des signaux très importants pour l'industrie. Ensuite, il y a quelques bémols sur des sujets, notamment le sujet de la fin des allocations gratuites pour les industries émettrices. C'est la réforme du marché carbone, ça, Tout à fait, la réforme du qui marché était très carbone, attendue. où on se rend compte que le compromis aboutit à réduire très progressivement les allocations gratuites et donc en parallèle l'entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières d'ici 2030 avec
une pente un peu plus raide sur les années suivantes. Donc un compromis finalement sur l'entrée en vigueur de cette mesure. Autre exemple, le compromis au Conseil sur la mise en place d'un deuxième marché carbone sur le transport routier et le bâtiment a été décalé à 2027 dans le compromis des États membres. Et pour le Parlement, on parle même de l'introduire en 2030 si certaines conditions seront remplies, uniquement pour les particuliers. Donc on voit aussi là une volonté de repousser un petit peu dans le temps, de laisser plus Ouais. de temps pour pouvoir s'ajuster à l'entrée en vigueur de ces mesures. Bémol aussi sur le Fonds social européen. Sur le Fonds social européen, tout à fait, c'est lié avec la question du marché carbone sur le transport routier et le bâtiment, parce que les ressources tirées de la vente des quotas de ce marché étaient ce qui devait alimenter en fait ce Fonds social climat. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que le montant total est diminué et surtout, dans le compromis du Conseil, on est revenu sur la proposition de la Commission européenne qui était de dire pour 1 € que ce Fonds social fournirait aux États membres, les États membres doivent mettre 1 € de leur poche pour financer des actions pour la cohésion sociale et la transition climatique. Oui, parce qu'on rappelle que ce Fonds social européen, c'est pour aider, les ménages à passer le cap finalement, par exemple pour les transports, par exemple, pour tous les efforts qu'il faudra faire pour, atteindre les objectifs. Tout à fait, et dans le détail du Fonds social climat, il y a des idées de dépenses en fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir compenser l'impact sur les revenus de la hausse du prix de l'énergie via des transferts directs, mais aussi, et peut-être même de façon plus importante, en investissant dans la rénovation énergétique, dans Mmh. le développement d'infrastructures de transport pour permettre le report modal et de l'électromobilité. La guerre en Ukraine a par ailleurs, précipité une sorte de prise de conscience de notre dépendance énergétique, en particulier aux combustibles russes, et a poussé un agenda parallèle, pendant ce premier semestre, 2022, avec la présentation par la Commission au mois de mai de son plan REPower EU, pour relever les objectifs européens d'énergie renouvelable, proposer d'aller plus vite en quelque sorte. Qu'est-ce que la présidence française a fait de cette proposition? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il y a eu ce choc qui est arrivé en plein milieu de la présidence française, la guerre d'Ukraine et ses conséquences à différents niveaux, au niveau de la défense du continent, au niveau de la sécurité énergétique notamment. Et là, on voit une intersection claire avec l'agenda climatique. C'est quand même un plan qui est arrivé relativement vite, donc on peut saluer la mobilisation des Européens autour de cette question, autour de la question aussi des sanctions vis-à-vis de la Russie, donc des embargos qui ont été proposés. On sait que c'est des discussions pas faciles à avoir, mais finalement, elles progressent. Il y a une proposition donc, qui est arrivée au mois de mai, qui vise finalement à ajuster la trajectoire. On garde le même objectif climatique, mais puisqu'on ne peut pas compter autant sur du gaz naturel, ce qui veut dire à court terme certainement compter sur des énergies plus polluantes, notamment rallumer cet hiver certaines centrales à charbon, eh bien ça demande à accélérer sur les moyens de décarbonation que sont le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc là, on a des propositions très concrètes de la Commission européenne d'augmenter ces objectifs encore par rapport à la proposition de juillet dernier. Et la réponse de la présidence française donc? Alors, pour l'instant, la présidence française n'a pas mis ce sujet sur la table immédiatement au Conseil. Elle a fait le choix de privilégier des accords sur la base de ce qui avait été proposé en juillet dernier. Pourquoi? Parce que c'est des discussions difficiles. Quand on pose la question d'un objectif d'énergie renouvelable plus élevé, la question derrière, c'est quelle va être la contribution de différents États membres. Et comme il y avait relativement peu de temps entre la mi-mai et la fin juin, le choix a été fait de laisser aux discussions entre le Conseil et le Parlement qui auront lieu et qui commenceront cet automne, la discussion sur quels seront les ajustements sur l'objectif d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Néanmoins, on peut quand même être raisonnablement optimiste par rapport aux prises de position des États membres et du Parlement européen qui est très moteur sur cette question. Petite patate chaude refilée à la présidence, tchèque et au trilogue donc avec le Parlement. En juin, à la toute fin de la présidence française et à mi-parcours du mandat de la Commission européenne finalement, l'IDRI a organisé une grande conférence, 2 jours d'échanges avec de belles affiches d'invités pour évaluer justement la mise en œuvre du Green Deal, le pacte vert européen. Si vous deviez retenir une appréciation, un peu comme à la fin d'un bulletin de notes, vous diriez quoi? Je dirais travail en cours et transformation à approfondir. Je pense qu'à la fin de cette présidence française, il y a déjà un sujet très concret, très immédiat, qui est celui de porter encore ces dossiers législatifs dans l'agenda. Donc la prochaine présidence tchèque sera clé pour faire aboutir des compromis avec le Parlement sur le Fit for 55. Il y a aussi d'autres sujets qui arrivent. Donc on peut penser à la régulation sur l'efficacité énergétique du bâtiment et le paquet gazier qui ont été présentés fin décembre et qu'il faudra faire progresser.
Mais ensuite, il y a aussi un besoin clair qui s'est dégagé des échanges de rééquilibrer les sujets environnementaux dans l'agenda européen. Donc on a beaucoup parlé de climat avec ce paquet Fit for 55. Or, il y a un autre enjeu important qui est celui de la protection de la biodiversité. Et là, il y a 2 sujets, législatifs, un qui vient d'être présenté par la Commission européenne et un qui est en préparation, qui seront vraiment clés et qui peuvent jouer un rôle clé pour rééquilibrer, en tout cas, ces 2 priorités. D'une part, la loi sur la restauration de la nature qui a été présentée au mois de juin et enfin, la loi cadre qui est en préparation sur les systèmes alimentaires durables en Europe. Et on verra en tout cas dans les mois qui viennent si cette étape politique, hein, vous disiez bien, franchie par la présidence française avec ses compromis sur le gros paquet législatif, se traduit en avancée concrète dans le trilogue avec le Parlement européen, qui pousse souvent l'ambition un petit peu plus loin. Merci Nicolas Bermans. Merci à vous. Et c'est la fin de cet épisode des podcasts de l'IDRI. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, sur le site de l'Institut bien sûr. N'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.